Caramel. 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 Dénonciation d'une députée FN au Parlement européen pour signaler d'éventuels attachés de presse parlementaires français qui passeraient, d'après cette dénonciation qui fleure son époque vichysoise, plus de temps à Paris qu'à Strasbourg. Entre nous, c'est l'hôpital qui se moque de la charité au vu du passif de Marine Le Pen et de sa clique avec ce même Parlement européen. Mise en examen d'Édouard Balladur, notre ex-premier ministre, dans le cadre de l'affaire dite Karachi, portant sur la mise en place de surfacturation et de rétrocommission à l'occasion d'un marché militaire passé avec le Pakistan et qui aurait pu servir au financement de la campagne présidentielle de Balladur Ier en 1995. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy était entendu comme témoin et ex-principal soutien à l'époque de Balladur, affaire qui, soit dit en passant, est sans doute la cause d'un attentat en 2002 à Karachi ayant entraîné la mort d'ouvriers français en charge de l'assemblage du matériel militaire vendu aux Pakistanais. Affaire Richard Ferrand, le caillou dans la chaussure de Macron, comme le titrait Libé la semaine dernière, ou comment se constituer un patrimoine immobilier à pas cher et sans risque aux frais des mutuelles de Bretagne. Le montage est certes compliqué, un peu retors, mais c'est légal et non répréhensible, nous disent le ministre et l'ensemble du gouvernement. Le tribunal de Brest, qui vient d'être saisi de l'affaire après qu'une plainte d'une association anticorruption ait été déposée la semaine dernière, en décidera. Et je ne parle pas de l'embauche du fils Ferrand par son père de ministre comme attaché parlementaire pendant 6 mois en 2014. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pendant la campagne, les affaires continuent, ou comment faire du vieux avec du très vieux. Et n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, réalisé ce soir encore par Jérôme, depuis le studio souterrain de Radio associative toulousaine, qui depuis l'inondation des studios de campus en février dernier, accueille nos élucubrations hebdomadaires, qu'ils en soient ici une nouvelle fois remerciés. Dans 5 minutes, Boris Georgelin nous conseillera quelques bandes dessinées. Jean-Pierre Lérac, la caution morale de cette émission, un album récemment sorti. Et en fin de session, notre bon professeur Thibaut fera un retour tonitruant dans ce studio après quelques semaines d'absence, le temps d'une nouvelle chronique de cinéphilie décalée. D'ici là, je recevrai Anticyclone, trio à tendance jazz qui vient, après avoir fait la tournée des bars et des petites salles toulousaines et ainsi sucré un bouche à bouche plutôt prometteur, qui viennent donc de sortir un premier album épatant. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Irina González, alias la Ritana Tropical, c'est la chanteuse et clarinettiste du groupe toulousain El Gato Negro. C'est aussi la meneuse en chef d'un trio chaloupé qui a fait sortir à l'automne dernier un premier album, Métisa, célébrant les musiques des Caraïbes et des Antilles, du son cubain au goka, en passant par le bélé de la Martinique ou la guarira. Et puis, quand cette cubaine installée à Toulouse en 2012 ne chante pas avec ses groupes, elle chante aussi avec Conga Libre, un big band de salsa torride, mais elle produit également en solo cette fois des titres tirés du répertoire sud-américain que l'on peut voir et écouter sous forme de clips sur YouTube. Dernier clip livré, Tonada a la Luna Aliena, une composition du Vénézuélien Simon Diaz. Irina y chante seule, a cappella, se démultiplie, superpose les voix, rajoute des percussions corporelles, des claquements de doigts, des mains qui se frottent. Elle est seule et plurielle et le résultat est impeccable. Irina González, la Ritana Tropical, Tonada a la Luna Aliena, morceau mis en ligne la semaine dernière sur YouTube. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río.
es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna, 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 luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la querubina pa' matar ese gavilán que ya no deja gallina. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, 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 luna llena, menguante. Luna, 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 luna llena, menguante. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo, pardon. Boris Georgelin, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça J'ai va? essayé de parler comme votre ouais. petit gimmick là qu'il y a avant, votre petit jingle, c'est sympa. Ah ouais, À l'ancienne. C'est une voix gonflée à l'hélium, ça. Non, je sais pas, j'essaie d'avoir des petites trouvailles parce que c'est la lassitude qui nous prend avec la chaleur et les beaux jours. Ah ouais. Quoique aujourd'hui, vendredi 9 juin, on sait jamais s'il fait vraiment beau ou pas. Ouais. J'étais surpris dans votre préambule, ma foi, fort intéressant sur la politique, alors que Ferrand a démissionné mardi, que vous évoquiez encore le fait qu'il soit au gouvernement. Et Surprenant. ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours ces trous spatio-temporels dont on parle régulièrement dans cette émission. Vous le savez, depuis que les studios ont été inondés, nous sommes toujours en décalage d'une semaine. Bon, cette fois, ça s'est dit, Boris. Non, mais c'est génial parce qu'on n'avait pas répété pour la transition et justement, on va parler de trous spatio-temporels. Les rares fois où je viens vous rendre visite, et j'apprécie, attention, j'apprécie cette compagnie. Elles se font de plus en plus rares et nous en sommes fort maris. Sur le partage, sur l'échange, sur l'envie d'être ensemble, tout simplement. Exactement. Partager peut-être, sans doute, ce que nous offre la nature au travers de ses bienfaits par le raisin fermenté. Voilà, ouais. Et quelques charcuteries. Fermenté aussi. Pendant ce temps que chacun menait son petit bonhomme de chemin, essayait tant bien que mal de crapahuter dans cette vie, ma foi, un peu délicate, sauf pour certains, à l'instar de notre président. La main sur le cœur quand on parle du président. Merci. Enfin, ce sera filmé bientôt, vous verrez. Et ben certains en profitent pour dessiner plus vite que leur ombre. Donc à peine était sorti Chrono Squad que je vous avais recensé il y a quoi, 1 mois, 2 mois? 1 mois. 1 mois. Je retourne chez les Terres de Légende qui me prêtent les BD qui sont absolument adorables.
Ça pourrait être mes 3e meilleurs amis, Ouais. si on se connaissait davantage. Voilà. Et si c'était pas si nombreux. Et si j'étais plus sympa, et si j'avais envie d'être leur ami. Mais en tout cas, bon, ça fait pas mal de conditions. Nonobstant, ils prêtent les BD, ils sont cool. Non, cool. Ça existe encore, cool. Ouais, Le 9 juin, ça existe encore. Ouais, parce que est-ce qu'entre le 1er juin et le 9 juin, ça aurait pas été banni parce que voilà. Je sais pas, il y a un trou là mais ici, on le dit encore, on dit épatant et cool. C'est bat. Bientôt, on dira bat. Alors, c'est pas de la poudre de perlimpinpin ce dont je vais vous parler. C'est quelque chose d'assez fondamental puisque vous évoquiez les failles spatio-temporelles. Oui. Et si vous vous souvenez, Chrono Squad, c'était un petit peu Lorline et Valérian revisités à la sauce un peu moderniste, c'est-à-dire que dans une société pas si lointaine que cela, les voyages spatio-temporels sont monnaie courante pour les riches, en tout cas, évidemment. Mais oui, donc faut pour se les ceux payer. qui veulent aller voir Léonard de Vinci Ou les dinosaures. ou les dinosaures, absolument, c'est possible. Et il y a des chronosquads, il y a des gens qui viennent pour contrôler qu'il n'y ait pas, évidemment, de problème de différentiel temporel. Donc, évidemment, il y en a. Parce que sinon, Sinon, il n'y aurait pas de BD. voilà, Aucun il y aurait intérêt. pas de BD, Il n'y aurait pas d'histoire. je vous en remets à Yves Lavandier et son célèbre bouquin sur le scénario. S'il n'y a pas s'il n'y arrive rien, il ne se passe rien, il n'y a pas d'histoire. Voilà, on ne fait pas de chansons avec des histoires heureuses. Exactement. Il y avait on avait laissé, je crois, des jeunes gens riches qui étaient bloqués. Ça avait très mal tourné pour eux. Ils avaient débarqué dans une période, je ne me souviens plus laquelle. Mais bien justement, c'était à l'époque des dinosaures. Oui, à l'époque des dinosaures. Enfin, en tout cas, c'était les prémices aussi de l'humanité. Donc, c'était peut-être la fin de. Il y avait des humains, parce qu'à un moment donné, ils débarquent, et puis il y a des inconnus qui arrivent avec une horde de soldats un peu clonés, et ils vont se faire bastonner, même sérieusement bastonner. Un des chronosquads qui vient de débuter, qui est juste probablement un docteur en anthropologie, qui n'est pas encore tout à fait bon pour le métier, on l'avait laissé mourant. L'autre équipe est beaucoup plus aguerrie, mais le problème c'est que voilà, ces 2 fils de riches ont disparu et ça craint quoi. Et là, finalement, va se greffer quelque chose qui va vous intéresser en tant qu'ancien communiste. Destination Révolution, dernier appel pour le tome 2, avec en couverture une femme assez forte dans tous les sens du terme, qui s'appelle Silverberg, on va le découvrir, et qui est une révolutionnaire. Ils vont faire la révolution du temps. Oui. Donc en fait, ils ont créé eux-mêmes un système de transport temporel parallèle pour être en dessous du radar des chronosquads, et puis ils vont, par des phénomènes visiblement de guérilla temporelle, essayer de déstabiliser tout ce bel édifice. Punaise, une guérilla underground, voilà. J'adore. J'arrêterai là déjà. parce que en fait, il est tellement rapide. L'ami Panation, Grégory Panation, que le suivant est annoncé pour le mois prochain. Il est déjà sorti. Il est déjà Moi, sorti. c'est à la bourre. Ouais, d'accord. Oui, enfin, au moment où on parle, voilà. le tome 4 est sorti. Oui, on a eu la même, Exactement. on a eu la même réflexion. Oui, peut-être au moment où je vous parle, le tome 4 est-il sorti. Auquel cas, alors là, ce serait plus, c'est du Lucky Luke. Ah ouais. Donc, c'est collection Néopolis, c'est chez Delcourt. C'est vraiment de qualité, dessiné par Grégory Panation et scénarisé par Giorgio Albertini. Je vous le recommande. En plus, là, si vous accrochez au 1, vous avez les 2 autres derrière sans attendre. Ouais, formidable. C'est un peu comme du binge-watching sur Netflix. Ouais. Oh, j'ai dit 3 mots, Ouais, 2 mots de deux mots novlangue d'anglais. dégueulasse. Là. Ou des élections en série quand on aime la politique. Vous avez vu qu'en parlant de politique... Alors, la deuxième ami, BD dont je vais vous parler... Salah Mokran se présente. Alors, c'est sans doute votre ami, parce que moi, j'ai dans mes fréquentations très peu de noirs, très peu d'arabes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous dites que j'étais de droite. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que j'avais la délicatesse, quand il était invité à ce micro, de ne pas le faire en même temps que vous. D'ailleurs, non, je peux tolérer M. Amokran, parce que, je veux dire, en entendant ce patronyme, je le soupçonne d'être kabyle. Ah oui. Donc, non, ça, c'est bon. D'accord. C'est okay. Vous avez aussi les mêmes... Alors, on est à la radio, donc on ne peut pas mettre une astérisque en disant on rigole, hein, on déconne. ouais. D'ici le 9 juin, peut-être que... ouais, on ne sera plus évolué. là. Voilà. Allez, deuxième BD. Deuxième BD, je vous avais parlé d'une BD qui m'avait beaucoup plu de Fab Caro. Oui. Qui s'appelait Zai 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 Zai. Oui. Hyper drôle, qui a ouais. eu beaucoup de succès, Grand Prix des libraires, etc. Là encore, c'est des gens qui sont... Ça, c'était carrément l'année dernière. Hein. C'est des graphomanes, ce sont des gens qui sont... enfin, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un métabolisme rapide, comme celui d'un moineau, je pense. Ça va très très vite. Ou d'un colibri, c'est-à-dire que lui aussi, il a fait déjà 27 BD, quoi. Il a 45 ans. Donc, là, ça s'appelle Pause. Et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... Il s'arrête. Il a eu beaucoup de succès avec Zai 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 chez Six Pieds Sous Terre. Et puis il s'est dit, non, est-ce que le succès n'est pas en train de me transformer? J'ai perdu l'inspiration, c'est plus comme avant. Que vais-je devenir? Macron est président, tout ça. Donc il se pose beaucoup de questions. Et le fait de se poser des questions, il fait une pause. Pardonnez-nous, parce qu'on est toulousains, donc on ne peut pas bien faire le distinguo. Bon, cela dit, donc il est dans sa cuisine, il a un peu de mal, mais on lui a refourgué une inspiration.
donc sous la personne d'un homme un peu râblé, avec une petite moustache. Et donc, c'est sa nouvelle inspiration qui va un peu lui montrer le chemin, quoi. Donc, il lui explique, écoute, j'ai pas mal roulé ma bosse, tu sais, j'ai été inspiration pour Besson, c'est moi qui l'ai aidé sur la série des taxis. Dans les années 80, j'ai bossé pour pas mal de paroliers. Quand tu m'aimes, d'Herbert Léonard, c'est moi. Je te survivrai aussi. Le dernier Astérix du Derzo, Le ciel lui tombe sur la tête, c'est moi aussi. Crois-moi, mon gars, on va faire du bon boulot tous les deux. Donc Fab Caro, il lui répond, oui, donc l'idée, c'est de revenir à quelque chose de plus brut et foutraque, limite fanzine, un truc un peu punk, s'affranchir et se désaliéner des gens qui ont aimé le dernier bouquin et qui s'attendent à ce qu'on refasse le même. Godard a dit un jour, il faut décevoir pour être libre. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut constamment casser la dynamique pour éviter qu'elle nous entraîne. Vous saisissez le principe ? Et là, donc, son inspiration, elle dort. C'est affalé sur le truc. Donc, on peut pas écrire pour Herbert Léonard et suivre une conversation plus de 5 minutes. C'est des strips sur le manque d'inspiration. Et en fait, il y en a beaucoup d'inspiration. C'est très drôle. Donc, je recommande. C'est un type vraiment qui est assez indépassable dans son genre. Qui voilà, peut-être dépassé malgré tout par le succès. Mais donc, ces questions, elles sont... Voilà, je pense que ce questionnement, il est légitime. Mais on le rassure, Fab Caro, tout va bien, quoi. Donc, Fab Caro pose. Alors, c'est un adolescent, comme beaucoup. Je peux vous lire une autre. On a combien de temps? Parce que depuis 2 minutes. J'en ai encore une troisième BD. Ah, ben alors. Alors, on oublie pour Fab Caro. Donc, pause et aux éditions? Aux éditions, je sais plus. Parce que j'ai photographié les pages, là, mais je n'avais pas sous la main. Parce qu'en fait, quand je viens ici, et que. Il y a une tentation énorme, et donc je succombe à cette tentation de la charcuterie. Et ouais. Elle engendre les doigts gras. Ah ouais. Sur des bandes dessinées qu'on m'a prêtées. Ah ouais. Donc, malencontreusement, quelqu'un les feuillette, machin. Il y a des traces de doigts gras. Ensuite, ils les revendent. Ils les vendent, normalement, évidemment, à Terre de Légende. Et là, quelqu'un dit, je comprends pas, c'est dégueulasse, ça sent le saucisson. Et que ça vienne de Caramel Mousse, ça suffit pas pour dire. Non, personne connaît. Quel tout le monde bonheur. Non, on n'a pas encore atteint ce degré de reconnaissance. Ouais. Quelle déception. Alors très rapidement. Ouais, la troisième, quoi. La troisième BD, écoutez, Bastien Vives. Mais alors celle-là, c'est carrément tous les mois qu'on a droit à Bastien Vives. Non, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je suis hyper vexé, en fait, comme un pou. Et voilà. Chez Casterman. Il avait l'eau de la piscine que j'avais adoré. Ouais, le goût du chlore. Voilà, l'eau de la piscine. L'eau de la piscine, ça fait rêver, quoi. L'eau de la piscine, Bastien Vives. C'est un mec qui fait des brasses et c'est fini. Mais quoi? Il coule. L'eau de la piscine, la couleur du chlore, c'est la même chose. Le goût du chlore. C'est la piscine. Le goût du chlore. L'eau de la piscine. Le goût du chlore. Non? Le goût du chlore, c'est vrai que c'est joli. Et c'était il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Là. Il a fait plein de choses dans l'intervalle. Oui. Il a fait Last Man. Mais ça, avec Sans la ville et Balak. Vous nous en avez parlé il y a 6 mois. De Last Man. Ouais. Il a fait Elle, il a fait... Là, c'était le mois dernier. Paulina. C'était le mois d'avant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci? Je vous m'embêtez. Donc, je vais bouder. Oh non. Je vais retenir ma respiration. Dans Soupe à l'oignon et crouton. Oh non. Dans les vrais Astérix, hein. Ouais, pas ceux scénarisés par Uderzo. Ceux scénarisés par Goscinny. Non, là... Antoine, 13 ans, part en vacances avec ses parents et son petit frère dans leur maison de famille au bord de la mer, en Bretagne. Mais cette année, la quiétude habituelle va laisser place au trouble. Oui. C'est une romance de vacances. Les premiers émois. Et oui, la famille d'Antoine accueille une amie de sa mère et surtout sa fille. L'amie de sa mère, elle vient de subir malheureusement une fausse couche. Elle est en train de se poser pas mal de questions par rapport à son mari, qui vit à Singapour ou je ne sais où. Hélène arrive, elle a 16 ans. Elle est diaphane. Elle est formidable. Elle est élégante. Elle est patente. Elle va susciter un désir trouble, mais pas tout de suite. D'abord, ça va être plutôt copain. Ah dis donc, parce qu'en fait, le petit Antoine, qui ressemble beaucoup à Bastien Vives, il dessine des Pokémon. Voilà, c'est encore cette différence de maturité entre les femmes et les hommes. Il en est toujours à Pikachu. Oui, mais c'est pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, elle dessine très bien Pikachu. Voilà, c'est marrant. Donc elle est fille unique. Elle est tiraillée dans une situation familiale un peu complexe et un peu délicate à gérer pour quelqu'un de 16 ans qui n'a pas toutes les clés et tous les outils en main. Et il va se nouer d'abord une belle amitié, puisque lui, il a aussi un petit frère qui s'appelle Titi. Alors c'est toujours un peu le syndrome du petit frère. Ils vont se faire un peu chamailler par d'autres enfants du village. Ils vont récupérer 60 € qui vont essayer de se partager de façon équanime. Enfin bon, ce sera forcément au détriment du plus petit. Et puis, ce trouble que j'évoquais au départ de cette chronique va commencer à devenir de plus en plus présent. Et voilà. Et ce qui va se passer, vous le saurez en lisant Une sœur. In a world where every man needs to have a sister. Non, c'est très beau. C'est justement le dessin, le trait, les couleurs. Alors c'est du noir et blanc. C'est son trait le plus vif, celui qu'il utilise pour Last Man.
On n'a jamais une vision très nette du visage d'Hélène. Il y a un très beau plan final, il y a plein de trouvailles vraiment de scénaristiques et surtout de mise en scène qui vont vous épater quand vous achèterez, j'en suis sûr, cet opuscule. En regardant bien qu'il n'y ait pas de traces très de graisse. S'il y a du salami, c'est la mienne. Vous me gâchez parce qu'il y a une vraiment très belle case finale avec beaucoup de sensibilité. Après, c'est pas chaque époque assez. Quand Riyad Sattouf raconte avec les jolis pieds de Florence ou les pauvres aventures de Jérémie, voilà, les émois, c'est pas les mêmes émois adolescents que Riyad Sattouf. C'est ça qui est intéressant. On est dans un autre univers qui lui-même se dédouble quand Sattouf fait l'arabe du futur et quand il raconte la vie d'Esther, c'est pas du tout la même chose. Donc l'adolescence est plurielle, elle est multiple, elle se décline de différentes façons. Il y a des points communs, il y a quelque chose de très français là-dedans, la maison de campagne, les parents un peu lointains qui font le barbecue, les enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui découvrent des choses, les plus grands, ceux qui fument, qui boivent, qui le prennent un peu le petit sous son aile, mais parce qu'ils ont surtout envie d'échanger leur fluide corporel avec la belle Hélène. Il y a tout ce genre de choses, mais il y a cette sensibilité particulière et le fait que les enfants d'aujourd'hui, parce que ça se situe aujourd'hui, vont sur YouTube ou YouPorn ou Pornhub ou machin pour regarder des trucs porno, même à 13 ans. Donc ils se regardent des trucs porno, ils sont limite blasés. Mais ça ne les empêche pas d'avoir des émois et une sexualité un peu maladroite. Vous voyez, c'est pas dichotomique, c'est pas voilà. Il y a ce qui est fantasmé, ce que nous impose la vision qu'impose la société, et il y a chacun qui fait ses premiers pas. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très tendre. Il y a un peu de sexe. Oh, formidable. Alors là, formidable. Je pense que je vais y aller après la fin de l'émission. Je prendrai la petite pilule bleue avant pour... Bastien Vives, une sœur chez Casterman. S'il vous plaît, je ne suis pas si âgé que ça. J'en sais rien, mais l'été dernier... Enfin, oui. Allez, Boris, on se retrouve le mois prochain.
Voilà, on vient d'écouter Frank Dadur et son Fakir Orchestra avec Takumitsu, le nom de l'album qui est sorti à l'automne dernier de Frank Dadur et son Fakir Orchestra, histoire de vous rappeler que le 25 juin prochain, c'est un dimanche, ils seront au Taquin et que dans ce groupe du donc saxophoniste et producteur et puis également multi-instrumentiste Frank Dadur, on retrouve actuellement Fabienne Duscoms à la batterie, Colin Jor à la basse électrique et Daniel Zimmerman au trombone. Voilà, ça se passera donc Frank Dadur et le Fakir Orchestra le dimanche 25 juin au Taquin. L'intérêt avec le sucre, c'est que ça donne de remarquables caries. Je te garantis que tu te payes des chicots vraiment superbes, caramélisés à souhait. Bref, il faut se méfier du caramel mou, surtout quand il est chaud. Et la suite maintenant, c'est Anticyclone, trio toulousain sur la place depuis à peu près 2 ans, premier album Dérèglement qui est arrivé ici il y a un mois et on va vous le dire comme on le pense. Cet album nous a laissé assez sur le cul. Jean-Pierre me faisant remarquer il y a 2 minutes qu'à force d'en passer un morceau à chaque émission, bientôt il y aura plus la peine, ce sera plus la peine d'aller acheter l'album, il suffira d'enregistrer Caramel Mou. Avec moi autour de cette table, Charlène Moura, la saxophoniste, mais aussi la voix d'Anticyclone, Fred Cavalin, le batteur, et Marek Kastelnik, le pianiste. Messieurs, mesdames, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous allez vous rapprocher du micro, rapprocher aussi le micro, tout est articulé dans ce studio très moderne au demeurant, ouais. Donc on devrait pouvoir s'entendre correctement. Anticyclone, Marek, un groupe que l'on entend à peu près depuis 2 ans. Je disais en début d'émission que vous aviez un peu écumé les petits lieux toulousains sur ces 2 dernières années. Le projet est né comment ? Le projet était d'abord un duo. Et en fait, nous avons, entre Charlène et moi, donc saxophone, piano, et nous avions envie, ça a duré peut-être 1 an comme ça, et nous avions envie d'avoir un peu plus d'ampleur, et on a eu envie d'un batteur, d'un percussionniste. Et du coup, on a demandé à Frédéric Cavalin de nous rejoindre. Et il a dit quelque chose de très drôle à ce moment-là, parce que lui, il est venu voir un concert. Nous jouions dans une caravane à l'époque avec Charlène. Donc moi, j'étais au piano dans la caravane. Charlène était en dehors de la caravane qui s'ouvrait. Bon, je vous passe les détails, mais c'était... Oui, mais on va y revenir. Voilà, on y reviendra peut-être. Et du coup... Frédéric était dans le public et on ne le connaissait pas, et puis il vient me voir, il dit « Ah, super, beau projet et tout ça ». Et ce que je trouve d'emblée bien, c'est que, tu vois, moi je me vois bien dans la caravane avec toi, à la batterie. Et en fait, c'est un peu comme si, tu vois, nous, on est dans la grotte en train de faire la cuisine, et Charlène, elle part à la chasse avec son saxophone. Et est-ce qu'on peut poser la question à Fred Cavalin de savoir qu'est-ce qu'il avait mangé ce soir-là, des champignons un peu spéciaux, c'était quoi ? Non, pas du tout, c'est tout à fait sérieux comme remarque. D'ailleurs, oui. J'adore ce genre de paradoxe. C'est pour ça que j'aime bien, même si c'est un sujet très polémique, mais la corrida, par exemple. Ah oui, oui. Même si je suis jamais allé voir une corrida, ouais. Mais par contre, j'ai une mère espagnole qui s'appelle Conchita, la corrida, ouais. Et en fait, qui est d'une inspiration d'une grande picadoresse qui est venue dans les années 40 à Toulouse. Et quand mes grands-parents, mon grand-père, réfugié politique espagnol, est venu, voilà, il était donc à cette corrida et tout ça. Ma grand-mère, elle était enceinte, elle a vu ça, elle a dit, mais c'est incroyable. Ma fille s'appellera Conchita. Ah ouais, d'accord. Et donc là où je reviens sur le paradoxe. Finalement, il est tout le temps comme ça. Qu'est-ce que c'est Non, mais la corrida, c'est une danseuse, voilà, une danseuse dans une arène, etc. Il y a ce masculin, féminin, avec en face du taureau, c'est un homme qui, vous voyez, le seul problème, c'est qu'un des 2 acteurs, il laisse la vie, mais c'est le seul problème. Non, mais je rentrerai pas là-dessus. Ouais, non, ne rentrons pas dans les détails. Si on aborde la chose juste sur le terrain du paradoxe, je trouve ça intéressant, et notamment c'est ce qui m'intéressait dans la caravane. Voilà, cet échange masculin, féminin, etc. Nous, elle part à la chasse, nous, on reste là, et on garde la caravane, et elle part à la chasse avec son saxophone.
je sais pas, c'est une image qui m'a parlé. Après, on peut passer à autre chose. Voilà, et on va d'ailleurs passer à autre chose tout de suite. C'est vrai que vous le rappeliez avec cette histoire de caravane. Vous venez plutôt, Marek et Charlène, plutôt du théâtre de rue, du spectacle de rue. Comment passe-t-on comme ça de quelque chose que vous avez traîné un peu partout avec votre caravane à des concerts devant un public dans des lieux institués pour ? Toi, je dirais que moi, par exemple, j'ai une expérience pas forcément de théâtre de rue. J'y viens aujourd'hui avec plaisir, en développant en tant que comédienne, en tant que dans le clown, dans ce rapport public en tout cas qui est vachement intéressant. Mais toi, Marek, t'es plus justement comédien à la base aussi. Enfin, t'as toujours allié musique. Oui. Parce que l'idée de la caravane, juste pour faire cette parenthèse, l'idée de la caravane, elle vient pas forcément il fallait qu'on voyage tous les deux. La première fois, on est parti avec un toy piano dans une caisse et on faisait du bus et du stop. Et bien, c'était bien la galère. Du coup, on a dit la prochaine fois, non, on ne nous le refera pas. Là, il faut qu'on trouve un camion. Le camion, c'était trop caisson. On a vu une caravane qui s'ouvrait. On s'est dit, ça, c'est parfait. On va pouvoir tracer. Du coup, on dormait sur les endroits. On jouait chez l'habitant. Enfin, voilà, c'était une histoire pratique de pouvoir partager ce temps en tant que... en tant que tatata. Et puis, de pouvoir jouer de la musique aussi. Donc voilà. Après, pour moi, la musique, de toute façon, on raconte des histoires. Et du coup, le théâtre, la musique, il y a des rapports qui sont assez directs. Moi, j'aime, en tant que compositeur, en tout cas, des morceaux, j'aime bien raconter des histoires. Et il n'y a pas forcément de grandes différences, à part au niveau, bien sûr, pratique et technique, mais... On est sur scène, on raconte des histoires, que ce soit avec une histoire, des personnages, ou un instrument. Voilà, ou un texte ou un instrument, exactement. Pour moi, ce sont juste deux médias différents, quoi. Jean-Pierre Lérac, c'est vous qui nous avez amené cet album il y a un petit mois. Et pour le coup, ça vous arrive pas forcément chaque semaine. Vous avez été plutôt dithyrambique sur cet album. C'est quoi qui vous avait un peu intrigué et intéressé dans cette musique ? Bon, moi, la première chronique, je l'avais fait sur... j'avais beaucoup aimé le trio la première fois que je les ai vus donc, à l'Impro. Voilà, donc ça y est, j'avais été séduit par cette musique et j'avais voulu mettre la première... C'est pour ça qu'il y avait une espèce de polémique qui était née autour de ça, parce que j'avais voulu mettre justement en avant la voix de Charlène. Ça, c'est bon pour le buzz. Mais ce n'est pas du tout en aucun cas pour dire qu'elle n'est pas saxophoniste, parce que je crois qu'on me fait un procès là-dessus. Et en fait, donc c'est vrai que les morceaux de sax sont très beaux aussi, et que moi je trouve qu'il y a vraiment dans la voix de Charlène quelque chose qu'on rencontre pas tous les jours. C'est vrai que moi je vais voir beaucoup de concerts et sa façon de chanter est vraiment quelque chose de très singulier. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant cette chose-là. Donc c'est un plus en plus pour le groupe, parce qu'il alterne entre le sax et la voix, et chez chaque fois super moment quand Charlène se met à chanter. Ouais. Voilà, donc on va en écouter tout de suite un exemple de Charlène Morat chantant pour Anticyclone. Donc Anticyclone, album Dérèglement, on en parle encore pendant un petit quart d'heure. Et là on écoute Temps creux, extrait donc de ce premier album d'Anticyclone.
Charlène Mora, voilà une vraie surprise. Une vraie surprise. Comme disait l'autre, arrête ton Larsen Rupin. Une vraie surprise que cette voix, à ce moment-là de l'album, pourquoi vous ne l'utilisez pas plus souvent dans la musique d'Anticyclone? Cette voix qui est quand même assez étonnante, on ne sait pas d'où elle vient. Formation opéra, vocaliste, c'est ça. Pouf, de grandes études. Non, pas du tout. En fait, je crois que c'est surtout une découverte aussi de ma part. Moi, je suis fille frère déjà à la base, faut le dire. Musique trad, et puis après saxophone. Et du coup, moi, j'ai fait la formation de musicien intervenant. Bon, j'ai pas trop pratiqué le musicien intervenant, mais j'ai eu droit à une super formation quand même qui m'a permis d'avoir des cours de lyrique chaque semaine. Et donc moi j'ai découvert, j'ai fait il suffit de faire la bonne femme. Oh t'as voulu? Oh ben oui. Et puis en fait ça marche. Ça marche. Donc ça c'est drôle. Après j'ai toujours chanté dans ma douche. Chanter dans votre douche c'est super. Et dans la voiture, mais c'est super. Voilà, mais faut pas toujours l'enregistrer. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, du coup, une fois, j'ai proposé ça. Enfin, je sais plus comment. Voilà, bon, c'est pendant des improvisations. De toute façon, les compositions, elles se situent d'abord en improvisant, et puis après, hop, ça se façonne, et puis ça s'écrit. L'écriture, elle vient a posteriori un petit peu aussi après l'improvisation, surtout sur ma partie saxophone en tout cas. Et du coup, pareil pour la voix, en fait. Donc la découverte de ma voix, et c'est super, super agréable, en fait. Voilà. Nous, on la découvre aussi, et on en est plutôt enchantés. Marek Kastelnik, c'était quoi le projet de son de ce groupe-là? Parce qu'en même temps qu'on voit une écriture, j'allais dire assez simple, hein, les morceaux finalement ne sont pas dans la démonstration, il y a peu de notes, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans l'esbrouf, c'est quelque chose d'assez concis au niveau composition, mais est-ce qu'il y avait une idée de son à avoir? Chaque fois que je vous ai vu, par exemple, je pense vous avoir vu 3 fois, c'était toujours un piano droit, toujours un piano basse-string. C'est parce qu'il y avait que ce style de piano dans la salle où vous jouiez, ou c'est vraiment une idée d'avoir un son particulier pour le piano et d'avoir un son de groupe un peu particulier? Non, ça c'est les moyens du bord, on fait avec les moyens du bord. Dans le jour où on vous paie un Pleyel, vous jouiez sur un Pleyel sans problème? Oh, Pleyel non, mais Steinway oui. Ouais. Ah ouais, d'accord. Déjà assez snob pour faire la différence entre une Porsche et une Ferrari, bravo. Non, mais moi en tout cas en tant que pianiste, j'aime tous les sons de piano. C'est vrai, je suis pas très difficile, et même je dirais que dans ce groupe-là, le seul qui joue vraiment juste finalement, c'est Frédéric à la batterie, parce que quand on arrive sur un endroit, nous on a mon piano qui est à moitié juste. Charlène elle aime bien s'amuser à faire frotter les notes et tout ça, mais Frédéric lui, il accorde ses tomes un par un, bien comme il faut, pendant à peu près une demi-heure. Voilà. Donc ça c'est assez drôle. La batterie est le seul instrument qui joue vraiment juste dans ce groupe. Ce qui vous permet de pouvoir commencer. Ce qui vous permet de pouvoir commencer tranquille, quoi. Vous avez une demi-heure tranquille en duo. Un peu. Non, c'est pas une question d'un duo, mais par contre, on a une assise tranquille. On sait que voilà, la justesse est assurée par la batterie. Et non, mais après, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les sonorités de piano basse-string. Voilà, c'est pas toujours des pianos basse-string sur lesquels on joue, mais par contre j'aime bien le côté vivant d'un piano. Je joue jamais sur les pianos électriques, voilà, à part si vraiment c'est du synthétiseur pour des sons particuliers, tout ça, mais sur d'autres projets. Mais quand il s'agit d'avoir un piano, moi j'aime cette fausseté. Puis un piano, il faut savoir que c'est jamais juste en fait. Un piano, pour accorder un piano, en fait ça revient à désaccorder un piano. Bon, je passe les détails techniques, mais en fait c'est un ajustement pour que tout soit à peu près ensemble et sonne et surtout se cale sur l'oreille de celui qui le joue. Se cale sur l'oreille de celui qui le joue, de celui qui l'accorde, et des auditeurs qui se sont habitués à ça depuis 200 ans. Mais à la base, voilà, le piano est un instrument. Ouais, et puis il faut dire que quand même, on transporte tout le temps le piano. C'est surtout ça. Le Steinway, c'est beaucoup plus difficile à transporter. Nous, il passe dans la voiture. Donc voilà. Ça. Et c'est aussi le charme d'Anticyclone, il est là, quoi. Ouais, on amène le piano comme on amène le sax ou la batterie, et du coup, le piano, il est un peu dans l'état dans lequel il est. Alors on l'accorde plus souvent je l'accorde plus souvent celui qu'on transporte que celui que j'ai chez moi, parce que il bouge pas celui qui est chez moi, mais du coup il y a voilà. Mais ça c'est comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a décidé, c'est juste ça fait partie de la réalité plus que de la créativité.
Fred Cavalin, outre le fait que vous ayez pris la place au fond de la cuisine et que vous avez utilisé toute la batterie de cuisine pour jouer avec Anticyclone, donc à l'origine un duo, c'est quoi qui vous a plu dans ce projet-là et qui a fait que vous y êtes incrusté, outre le fait que vous voyez en Charlène l'Amazone classique? Alors déjà, je vais déjà répondre de suite sur l'Amazone. Moi, dès que je suis rentré dans Anticyclone, je savais qu'il fallait que je me fixe un objectif, c'est Marek. Voilà, donc moi, mon objectif, c'est Marek, parce que sinon, le groupe allait capoter. Donc voilà, c'est bon. Alors, et ensuite, c'est presque atteint. Bon, voilà, mais ça, c'est... On verra ça plus tard. Oui, ça, c'est pas intéressant. Vous reviendrez dans 6 mois. Voilà. Et après, l'autre truc, c'est que moi, je trouve qu'ils sont incroyables. C'est-à-dire que, en général, les gens dans le jazz, ils sortent des conservatoires, ils ont plein de trucs, ils font plein de notes très très vite, et puis on met du temps à tuer les pères et les mères et tout. Et en fait, eux, ils n'ont pas fait les conservatoires. Ils n'en ont pas de pères et de mères. Voilà, ils n'en ont pas, et donc du coup... ils ont de suite, enfin je les ai vus la première fois, donc cette fois-là dans la caravane, etc. Je trouvais que de suite il y avait un univers, une sensibilité, une intensité, un truc, mais voilà, il y avait déjà tout quoi. Et ensuite on s'est rencontrés et puis on a joué ensemble, on a beaucoup travaillé, ça faut pas négliger. On a beaucoup travaillé, mais c'était du travail de la musique, quoi. Voilà, on a fait beaucoup de musique ensemble, etc. Et voilà, mais pour moi, ils ont un univers déjà d'emblée. Ça raconte déjà quelque chose, leur son, etc. Et du coup, je trouve, moi, je les place très très haut dans mon estime artistique. Bon, mais c'est très bien. Jolie déclaration d'amour, on en restera là. Charlène ne pleure pas. Je disais tout à l'heure que c'était une musique très économe. Peu de notes, peu d'effets, des choses qui reviennent un peu en boucle. Ce qui est sans doute le charme de cette musique-là. Alors, ouais, mais après, dans le genre économe, il y a pire, je pense, que nous. Pire, c'est pas il y a peut-être mieux, mais pire, sûrement pas. Non, mais il y a des choses qui sont encore plus... bon, bref, peu importe. Oui, mais... c'est pas de la musique minimaliste. Voilà, non, c'est pas non plus de la musique minimaliste. Mais c'est vraiment cette idée de ne pas mettre d'effets, et d'être, assez économe sur les effets, sur les notes. Les mélodies sont très simples, et vous brodez là-dessus. Même, on joue beaucoup les morceaux, donc, et on les transforme, et c'est vrai que souvent, on va plutôt à l'essentiel en essayant d'élaguer les choses qui sont en trop et de vraiment de trouver l'essence un peu du morceau. Mais même au niveau composition, c'est vrai qu'on a trouvé un langage commun, ce qui n'est pas forcément évident quand on est 3 compositeurs et qu'on a réussi dans chaque morceau à avoir à la fois notre patte ou notre univers personnel, mais aussi que les autres s'y retrouvent très, très vite et apportent ce qu'il faut. Et on a des compositions qui sont à la fois personnelles par individu, mais qui sont aussi très collectives parce que on vient amener, on fait les arrangements ensemble et voilà. Quoi. C'est vrai, la forme du trio, on le dit, on le redit, on l'a répété assez souvent, c'est une formule qui permet de faire tourner la musique, que tout le monde y trouve sa place. Mais c'est vrai que cette façon de voir la musique de manière circulaire, c'est aussi peut-être la marque de votre musique actuellement. Mais ça tombe bien parce qu'en ce moment, moi, ce que j'aime vachement et que je découvre, c'est le côté, transtrad complètement décalé. Par exemple, dans un style musical qui m'attire de plus en plus, dans un côté noise, dans un côté... et il y a un côté comme ça de boucle, Et puis, finalement, c'est les racines, le truc cyclique, quoi. Je pense qu'on est vachement là-dedans, et puis parce que c'est plus naturel, non ? Ça vient d'une base, et puis après, parce que comme on est musicien et tout, et qu'on s'intéresse aux multimesures bidules et tout, alors là, forcément, on essaye on compose, quoi. On compose, alors on structure, alors là, je vais les surprendre avec un 9. Non, mais en fait, des fois, dans la tête, en fait, tu vois, c'est pas ça. Tu vois, c'est du 2-2 et basta, tu vois, il y a que ça. Et par contre, c'est ça qui est beau aussi, des fois. Temps creux, je pense qu'il y a un truc aussi dans la composition qui est dans Temps creux, le morceau qu'on vient d'écouter. Ouais. Et bien, c'est que justement, le cycle, il est pas voulu, mais il est senti. Donc c'est pas une volonté de faire, d'ailleurs je sais même pas combien, voilà tu vois. 7. C'est bon ça, t'as vu ? Je fais croire que vraiment, piou, c'est bon, je fais le mythe quoi. Mais par contre revenons à l'essentiel. Oui, évidemment, oui. La météorologie, le temps qu'il fait.
parce que c'est avant tout de ça dont on parle dans Anticyclone avec les notes. Oui, dérèglement climatique. Exactement. Pour un jazz atmosphérique. Voilà, alors nous, avec Charlène et Marek, on s'est aperçu d'une chose vraiment très très simple. C'est qu'il y a beaucoup de grands discours, beaucoup de sommets internationaux, la COP21, etc., de l'actualité sur, voilà, alors Hulot, pas Hulot, j'y vais pas, tout ça, c'est vraiment, c'est passionnant. Ça. Beaucoup de gens en parlent, et puis il va faire beau, il va pleuvoir et tout. Alors on s'est aperçu d'un truc, et ça c'est un sujet vraiment très sérieux, c'est une enquête très 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 sérieuse. On n'est pas les seuls à l'avoir menée, mais la conclusion est très simple. C'est la météo, c'est le sujet de conversation le plus partagé au monde. Mmh. Okay. Et c'est l'émission la plus regardée à la télévision. Exactement. Avec le loto. Par contre, voilà. Donc, beaucoup de monde en parle, mais très peu de gens agissent. Anticyclone, c'est la seule musique qui agit sur le climat. Ouais. Faudra peut-être l'envoyer à Trump, ça peut lui donner des idées. Exactement. Bon. La suite pour Anticyclone, c'est quoi ? Alors, la suite pour Anticyclone, c'est un concert à Rabastens, au Banc Sonore, le vendredi 23 juin. Ah ouais, dans à peine 15 jours, c'est formidable. Exactement, voilà. Et après, il y aura le Festival de la Poutre. Et entre-temps, il y aura des concerts... Dans le Festival de la Poutre, plutôt fin août. Fin août, exactement. Le 27. Le dimanche. Voilà. Et entre-temps, des concerts chez l'habitant. Parce qu'on pratique aussi pas mal de concerts chez l'habitant. D'où la caravane. Non, la caravane, c'est pas forcément lié à chez l'habitant. La caravane, c'est plutôt lié au camping. À l'habitat. C'est plutôt lié à l'habitat. Mais on peut aussi s'installer dans le jardin, c'est assez terrible. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, très bien. C'est adorable d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle quand même quelque chose, c'est que on parlera tout à l'heure de la fête d'anniversaire de Caramel Mou qui se passera le 30 juin prochain. Ça tombe là un vendredi. Et si j'ai bien compris, puisque nous avons négocié ça ensemble, vous serez sur la programmation de cet anniversaire-là à la Cave Poésie. Tout à fait. Et donc, ça permettra aux auditeurs qui nous auront contactés pour se faire inviter à cette fête de pouvoir découvrir live, en direct et de manière vivante cette musique assez jubilatoire et, pour le redire, qui nous a vraiment enchantés. N'hésitez pas à nous suivre sur, évidemment, les réseaux sociaux, mais nous avons notre propre site personnel à nous. Ah, formidable. Qui s'appelle anticyclone.eu. Voilà, et on s'efforce qu'il soit à jour. On me fait signe dans l'oreillette qu'il l'est. Voilà. Tout à fait. Bon, quasiment. Donc dérèglement, n'hésitez pas vraiment. Voilà, donc dérèglement, premier album d'Anticyclone dont on extrait tout de suite un deuxième morceau, La pluie, la nuit, Anticyclone. Marek, Charlène et Frédéric, merci d'être passés ce soir ici. Mais merci à vous. Merci. Avec plaisir.
et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Et qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Jean-Pierre Lérac, on vous a entendu un tout petit peu tout à l'heure, mais vous êtes surtout venu ce soir pour nous parler d'un album. D'un album et d'un concert, parce qu'on reste quand même très branché sur l'actualité. Ouais. Donc, je voulais tout d'abord dire que on s'ennuie un peu. Oh, c'est agréable. Non, pas l'émission. Je voulais dire qu'on s'ennuie un petit peu en ce moment à Toulouse au niveau jazz. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... on dirait que c'est presque une fin de saison. Je regardais les programmations là, avant d'arriver, tout s'arrête là. J'ai essayé d'analyser. Même le bijou s'arrête. Les programmations à l'année sont arrêtées. On attend les festivals. Et il y a ce mois de juin, finalement, j'avais jamais remarqué ça, où finalement il se passe pas grand-chose. Donc, sautons sur tous les concerts qui se passent, parce que finalement on est habitué à des semaines surchargées. Et donc là, voilà, j'avoue que par exemple la semaine dernière, donc il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Étonnant. Voilà. Donc en fait, c'était juste une remarque. Donc je vais parler d'un album, un tout nouvel album qui est lié avec un concert qui a eu lieu hier soir à la Manita. Concert à la Manita, organisé par évidemment un archer dans le yoga, qui eux continuent, il n'y a pas de saison pour eux, c'est tout le temps présent. Et donc il y avait un triple plateau avec à Preschino, il y avait également Lucie Laric sur ses poèmes musicaux. Et il y avait le groupe Un Poco Loco. C'est à ça que je vais m'arrêter un petit peu. La soirée était magnifique. Comme d'habitude, un archer à l'Uyuka, absolument blindé. Et ce qui est intéressant, justement, c'est qu'un groupe comme Un Poco Loco, parce que là, ils amènent quand même un jazz qui est quand même si c'est très moderne, c'est quand même assez traditionnel. Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de voir tous ces jeunes publics écouter cette musique, parce qu'ils écoutent souvent plus du jazz à la manita, tout ça, ou alors au pavillon, un jazz plus frontal. Voilà, plus noise. Plus rugue. Voilà. Plus noise, et ça, c'est intéressant. Parce que voilà, alors la démarche de Un Poco Loco, elle est magnifique, parce que ce sont des magnifiques musiciens, des jeunes musiciens, qui s'intéressent au passé, parce qu'ils ont une formation de jazz. Et donc voilà, donc tout ça c'est de l'esbrouf en fait, parce qu'en fait, vous le savez, nous avons enregistré l'émission avant le concert. Donc là, j'avais prévu que ça allait bien se passer avec le public, et je pense que ça s'est bien passé. Je sais pas si on peut dire le... Aussi, allez, dites-le. Voilà, donc voilà, en fait, moi j'ai complètement confiance en Un Poco Loco, parce que... Quitte à faire de l'esbrouf, faut-il le faire jusqu'au bout. Voilà. Dans ce trio, c'est son second album. Le premier, ils avaient revisité un petit peu des standards, avec une formation au niveau instrumental qui est assez originale, avec un trombone, un sax, clarinette et contrebasse. Et ils se sont attaqués à des standards, évidemment, revisités, qu'ils ont un petit peu arrangés. Et sur ce second album, là nous avons eu la chance de les voir à Luz, pour certains, l'ouverture du festival, sur ce répertoire-là. Et déjà, ils avaient ouvert un petit peu cette porte sur Leonard Bernstein, ils avaient envie de trucs. Et donc, ce second album est plutôt, justement, dédié à cette musique de Leonard Bernstein, évidemment, beaucoup de musique de West Side Story, c'est ça, des morceaux qui sont quand même dans le... Oui, dans l'histoire de la musique, dans le classicisme. Exactement. Donc moi, je trouve vraiment, c'est toujours un travail d'arrangement assez exceptionnel. C'est un trio qui est tenu par le collectif de l'ONG, puisque Fidel Fourneron, le tromboniste, qui est un petit peu le leader de ce groupe, fait partie de l'Orchestre national de jazz. Donc, ce sont des musiciens qu'on retrouve aussi dans les collectifs du Coax. Geoffroy Gesser, qui a son quartet aussi, Bribe 4, et Sébastien Bellia. Donc, c'est vraiment, tout en douceur, c'est vraiment quelque chose d'une précision incroyable. C'est vraiment des beaux arrangements. Et je trouve que ce qu'ils ont fait autour de Leonard Bernstein, magnifique. Donc, je crois qu'on va peut-être écouter un extrait, vous reconnaîtrez peut-être ce petit morceau. J'ai choisi justement un morceau qui va peut-être éveiller des... Éveillez-moi. Jean-Pierre Lérac, c'était pour le dernier album de Un Poco Loco, la musique de Leonard Bernstein.
Voilà, donc c'était l'arrivée des Jets en ville. Georges Chakiris crève l'écran, c'était le début de West Side Story. Et juste pour faire regretter aux gens qui n'étaient pas là hier soir, mais c'était un très beau moment. Ben ouais. Et l'album... Mais nous aurons l'occasion de les revoir, je pense. Voilà, donc Un Poco Loco, l'album... En tout cas, vous pouvez acheter l'album qui est magnifique. Ouais. Donc l'album Feeling Poetti, Un Poco Loco, trio absolument sensationnel. Jean-Pierre, merci d'être venu nous amener cette petite trouvaille. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Bonjour, professeur Thibault. Bonsoir. Quoi, bonsoir, comme ça, c'est tout. Allez. Bonsoir, petite fée de la FM. Ah, mais quand même. Ça faisait longtemps. Ah, ben ouais, je commençais à être en manque. Ça faisait un petit bout, hein. Ah, ben ouais, facile. J'avais perdu l'habitude du micro tout. J'ai le trac, on dirait ma première émission radio. Non, c'est pas vrai. On le dit, on le voit. Vous avez quand même pensé à quelque chose qui pourrait nous intéresser? Non, pas encore, mais là, alors, je vais vous raconter une anecdote sur Georges Chakiris. Et pendant que je raconterai l'anecdote, je vais réfléchir au film dont je vais vous parler. J'imagine. Voilà. Alors, Georges. Alors, Georges Chakiris, qu'est-ce que je pourrais vous raconter dessus? En fait, Roger Corman, dans les années 60, a réalisé un film avec des Hells Angels. Vous connaissez ce machin avec Peter Fonda et Nancy Sinatra. En fait, à la place de Peter Fonda, c'est Georges Chakiris qui devait le faire. Et en fait, le premier jour de tournage, on s'est aperçu qu'il savait pas faire de la moto. Lui, il a dit qu'il savait en faire, il s'est vautré. Et Roger Corman l'a viré, il lui a dit non, c'est pas possible, Georges, retourne donc à West Side Story. Va danser. Voilà, va danser, mais surtout ne fais pas de moto. Donc, voilà. Il est venu en France, il a fait les Demoiselles de Rochefort. Exactement, tout à fait. Donc, vous voyez, c'est voilà. Comme quoi, à quoi ça tient? On a chacun nos aptitudes et des fois, il faut rester à sa place. Voilà. Georges Chakiris n'est pas resté à sa place et il s'est vautré. L'anecdote est assez peu connue. Voilà. Ce qui me fait dire qu'on a parlé des années 60, donc du coup je vais vous parler d'un film d'années 60. Formidable. Je vais prendre un film de mon année de naissance, un film de 1969, rigoureusement inconnu. Je ne le connaissais pas jusqu'à il y a peu, je pense 2-3 mois, quelque chose comme ça, qui est un film qui s'appelle Daddy's Gone Hunting. Je vous laisse traduire. Daddy's Gone Hunting, papa est parti à la chasse. Voilà, on pourrait traduire ça comme ça, qui a un titre très très curieux en français qui s'appelle La boîte à chat. La boîte à chat. La boîte à chat, qui est donc un film de 1969, qui est un film d'un garçon qui s'appelle Mark Robson. Je vais vous en parler un petit peu plus en développé. Et c'est cette période. Alors cette période, moi j'aime bien cette fin des années 60 et ce début des années 70 à Hollywood. En fait, c'est un truc de complètement passionnant. Parce que souvent on se dit c'est super, c'est le nouvel Hollywood. Justement, c'est Peter Fonda, Dennis Hooper, tu vois, Easy Rider, Coco, tu vois. Et en fait, pas du tout. Parce et puis il y a George Lucas quand même qui commence à arriver. Et oui, tout à fait, oui. Enfin, qui commence, c'est George Lucas, il est un peu petit là. Et en fait, c'est une période beaucoup plus compliquée parce que le cinéma américain en fait est dirigé par les studios qui sont de grosses entreprises. Je le répète à nouveau, l'art n'a rien à voir avec ça. Le cinéma est une industrie qui des fois peut être artistique, quelquefois, mais pas souvent. Mais dans l'industrie du cinéma, le mot important c'est industrie. Voilà. Et il y a cette période donc, ces nouveaux auteurs, on peut dire, qui arrivent, mais il reste quand même les patrons de studios qui savent pas comment réagir, c'est-à-dire que alors il faut faire jeune, alors et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire jeune? Alors on met des motos, on met des gens qui ont les cheveux longs et tout ça, on met de la drogue, des histoires d'adultère, etc. Mais on sait pas trop comment agencer ça, etc. Donc en fait c'est cette période trouble où on se retrouve en fait avec des mélodrames complètement décadents, puisque la mise en image est forcément pop, complètement acidulée. Je vous rappelle que le LSD est là, et tant mieux. Et donc ça donne plein de couleurs, plein de choses délirantes, etc. Et toujours pareil avec cette vieille école du mélodrame ou du thriller.
comme dans le cas de La Boîte à chat. Et donc on se retrouve avec un réalisateur, donc Mark Robson, qui a commencé dans les années 40 avec Val Newton. Je vous avais déjà parlé de Val Newton, de sa série de films fantastiques, etc., qui lui est un petit peu dépassé par toutes ces années parce que forcément, voilà, il est un peu vieux, il ne sait pas comment mettre en scène quelque chose de jeune. Et là, on va lui dire, là, faut faire jeune. Et par-dessus tout ça, en fait, il y a un jeune scénariste, tout jeune, qui s'appelle Larry Cohen, qui a scénarisé une série télévisée que vous adorez certainement, qui est de notre temps, quelque part, qui s'appelle Les Envahisseurs. Ah ben oui, tout à fait. Voilà, Larry Cohen était scénariste des Envahisseurs, voilà. Et pas que, d'ailleurs, puisque c'est un excellent scénariste et un excellent aussi script doctor. C'est des gens qui interviennent sur les scénarios pour réparer des petits... pour réparer des dialogues, des petits bouts de dramaturgie qui fonctionnent mal, etc. Et Larry Cohen est un grand fan d'Alfred Hitchcock. Donc Alfred Hitchcock, dans ces périodes-là, c'est pas spécialement très jeune. Mais en fait, il va se débrouiller pour arranger une histoire complètement farfelue, auquel il faut adhérer, mais je vous garantis que c'est excellent, et qui est l'histoire en fait d'une jeune Anglaise qui débarque à San Francisco, Flower Power les gars, voilà, c'était l'époque où on accordait le pouvoir aux fleurs, je vous le rappelle. On l'a bien donné à Macron, on peut bien le donner aux fleurs. Donc voilà, on mérite que ce qu'on a après tout, et finalement on n'a jamais eu du très bon, l'un dans l'autre si on y regarde bien. Bon bref, toujours est-il que cette jeune Anglaise donc débarque à San Francisco, va tomber un petit peu sur le garçon idéal, va prendre un appartement avec lui, et de cette union, bien sûr, tout d'un coup, il va y voir, hop, elle est enceinte. Bon. Voilà. Et en fait, elle, ça ne l'intéresse pas du tout. Patatras, catastrophe, exactement, vous l'avez dit, cette jeunesse se fout complètement de ceci, et donc elle décide, évidemment, d'avorter. Ce qui ne plaît pas du tout au garçon, d'où rupture. Voilà. Patati patata, se passe quelque temps et le jeune homme revient dans la vie de la demoiselle en décidant de lui faire payer cet acte de lèse-majesté. Mais c'est dégueulasse! C'est complètement dégueulasse. D'autant plus que quand je parlais de mélodrame, cette jeune fille donc a rencontré un avocat, une espèce de vieux beau comme ça, comme il en traînait plein à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, et que avec lui, elle va faire un enfant. Et donc ce jeune homme, cet ex encombrant, donc comme je l'ai dit, va à nouveau pénétrer dans sa vie et va décider en fait de lui dire écoute, toi tu as tué mon enfant, moi je vais tuer le tien. Et il va kidnapper cet enfant. Et on se retrouve en fait avec un film qui est complètement bizarre, complètement déséquilibré. D'un côté, avec un vieux cinéaste qui essaye de faire jeune, voilà. Donc il y a notamment une musique de John Williams sur le film, assez pop d'ailleurs, une de ses premières du coup. Assez étonnante. Et on va se retrouver un peu dans ce truc un peu libéralisation des mœurs, etc., mais avec un scénario extrêmement ambigu. Oui, en fait, et avec une morale très catho. Et alors on pourrait croire en fait que c'est une morale très catho, mais en fait Larry Cohen c'est un petit malin, et lui il est très très malin, parce qu'il faut pas juste rester un petit peu en surface, parce que si on gratte en fait le truc, on s'aperçoit que cette jeune Anglaise avec cette seconde en fait liaison pénètre un petit peu la bonne société, et on voit que la bonne société quand même elle a un petit peu un balai dans le cul, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'en fait il y a une scène qui est très révélatrice dans le film, elle se retrouve autour d'une table, où elle a organisé un repas et tout, où il y a donc son mari, le bébé qui pleure à côté, et tout un tas de notables et tout qui sont là en fait, qui mènent un interrogatoire. En gros, c'est qu'est-ce que vous avez fait avant, quel était votre métier avant de rencontrer machin, c'est est-ce que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et donc il va y avoir cette espèce de relan de quelque part de culpabilité, mais qui est pas amené du tout en fait par elle, qui est amené par ces notables, cette société très 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 bourgeoise en fait, qui veut contrer un peu la jeunesse dans ces trucs. Voilà. Et c'est d'autant mieux que cette part de mélodrame va se mélanger avec une petite part de thriller, qui est pas à piquer les verres, parce que, comme je l'ai dit, Larry Cohen est un grand fan d'Hitchcock, mais dans le bon sens du terme. Parce que ce qu'on a l'habitude de faire, en fait, je vais parler de Brian De Palma. Tout le monde connaît Brian De Palma. Tout le monde dit, Brian De Palma, c'est un génie, etc., etc. Brian De Palma, en fait, il prend une scène, on va dire, je vais schématiser, d'Alfred Hitchcock, et il va se dire, je vais faire mieux qu'Alfred Hitchcock. Et en fait, c'est ce qu'il faut pas faire, parce qu'on obtient toujours des choses très, très, très bouffies, etc. En fait, avec Larry Cohen, ça va être des
ça va être des réminiscences, c'est-à-dire qu'on peut penser effectivement à Stranger on a Train. À un moment donné, on peut aussi penser à Vertigo. Le film va se terminer sur un climax, sur les hauteurs et tout, etc., etc. Vous voyez, c'est des petites touches comme ça qui vont rappeler Hitchcock. Moi, je trouve ça personnellement très fin. Ça en fait pas trop. C'est super. Niveau scénario, parce que la mise en scène après suit pas du tout, parce que là, on est un petit peu dans le cadre un peu téléfilm. Voilà, pauvre Robson, il fait ce qu'il peut. Voilà. Très bien. C'était tout. Voilà, il fallait une chute. Un peu, ouais. Oui. Alors non. Je vais vous faire la chute et tout. Non. Le meilleur, en fait, le meilleur du film. Vous savez que je n'aime pas les enfants, voire que je déteste les enfants. Ouais. Et en fait, là, dans ce film-là, et d'ailleurs, ça rappelle un autre film d'Hitchcock qui s'appelle Sabotage, on a donc cet ex un petit peu psychopathe comme ça, qui a kidnappé, donc, qui a réussi à kidnapper l'enfant. Le bébé. Et alors, cet enfant pleure tout le temps, etc. C'est normal parce qu'il le trimballe dans une boîte à chat. Ah ben ouais. Vous voyez? Il le trimballe dans les bus et tout, etc. Alors, il pleure. Alors, à un moment donné, il y a des scènes très drôles, en fait, où il a cette boîte à chat comme ça, et dans un bus, l'enfant se met à pleurer. Alors, forcément, tout le monde regarde un petit peu offusqué, là, cette boîte et tout ça et tout. Et alors, il trouve un superbe moyen de se fondre dans la foule avant de sortir, car il change toujours de lieu, car il est poursuivi par la police et donc là aussi par la jeune fille qui veut récupérer son enfant. Tout simplement, il drogue l'enfant. Ah bon. Voilà. Donc, pour ne pas faire pleurer donc les enfants, c'est le truc, c'est qu'il faut les droguer. Ouais. Voilà, il a trouvé un petit sirop apparemment qui s'achète en pharmacie assez facilement. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Voilà, si ce soir il fait chaud, les enfants vont pleurer et tout, etc. Ouais. Le petit sirop avant que ça ferme en pharmacie. Hop, c'est un petit peu sucré. Les enfants adorent ça. Et voilà, et comme ça, vous pourrez regarder tranquillement Daddy's Gone Hunting, La boîte à chat, un film de Mark Robson de 1969. Année de ma naissance. Voilà. Le sirop avec modération quand même. Oui, bien sûr. Merci Fred, on est content de vous voir en aussi bonne forme. Voilà, et puis on va presque s'arrêter pour aujourd'hui. C'est avec cette proposition de film magnifique qu'on va vous laisser. Caramel Mousse, c'est presque fini, je le disais tout à l'heure. Nous fêtons le 28e anniversaire de Caramel Mousse le 30 juin prochain. Donc d'ici la semaine prochaine, on vous donnera la marche à suivre. Sachez simplement qu'il va falloir qu'on trouve une adresse ou un numéro de téléphone où vous pourrez nous adresser vos demandes ou vous nous les téléphonez pour voir. Et il y aura Alima avec Fabrice Van Dang sur son nouveau projet guitare voix. Elle chante beaucoup de choses, notamment des textes qu'elle a écrits il y a quelques temps. Alima et Fabrice Van Dang en duo. Il y aura un groupe de rock, Wax Me, un groupe de funk, The Roche, Fanny Rose qui était venue nous voir ici pour présenter son deuxième album il y a 2-3 mois, la chanteuse Fanny Rose. Il y aura le nouveau projet de Ember avec un guitariste de Gaillac, Quetzalco, et puis Pierrot Pépin à la trompette. Donc un trio qui s'appellera Boucan, ça risque de faire beaucoup de bruit ça. Zidrine sera également là. On écoutera aussi B comme Fontaine, un projet mené par Hervé Subiette, Eugénie Hirsch, Lucas Lemoff et Ferdinand Doumerc au saxophone qui ont eu la bonne idée de reprendre des chansons de Brigitte Fontaine. Et puis il y aura donc Anticyclone, et puis il est prévu peut-être Nakarato Trio, No Noise, No Direction. Voilà, on devrait pouvoir se régaler ce soir-là. Ça se passera le 30 juin à la Cave Poésie, et à partir de la semaine prochaine, on vous dira comment nous joindre pour nous faire parvenir vos demandes, puisque comme d'habitude, ça sera un concert gratuit sur invitation. Je vous quitte en vous disant également que vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Jérôme, chaque semaine, met cette émission en ligne. Donc, à partir de vendredi prochain, vous pourrez écouter cette émission sur YouTube. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut les filles. Caramel!